Donc, merci beaucoup à l'équipe du GRIEPS de m'avoir convié à cette présentation. Donc, je me présente, je suis le docteur Rémi Klein, je suis praticien hospitalier, psychiatre. Je travaille actuellement au sein de l'USAP, dans l'Aude, et puis de la FEREPSI, qui est une fédération de recherche en psychiatrie au niveau de la région Occitanie. Et on va parler aujourd'hui des troubles psychiatriques de la personne âgée. Donc, je sais que vous avez déjà abordé la question des manifestations psychiatriques, des troubles notamment démentiels. Donc, on va vraiment rester focalisé psychiatrie en faisant la navette entre ce que vous avez pu voir ce matin et la partie purement psychiatrique. Donc, pourquoi je présente cette partie-là sur les troubles psychiatriques de la personne âgée? Parce que j'ai une petite caractéristique, c'est que j'ai fait un peu de gériatrie au cours de mon cursus d'interne, avec l'idée, sur les premières années d'internat, de m'orienter vers la psychiatrie de la personne âgée. Donc, j'ai changé sur une pratique sectorielle plus générale, mais c'est un domaine que j'ai pu approfondir au cours de mon cursus. Donc, ce que je vous propose en fait comme plan, c'est d'abord de faire un point très rapide sur la psychiatrie de la personne âgée et de se centrer en fait sur trois entités qui vont permettre d'illustrer ce que peut être la psychiatrie de la personne âgée avec la partie troubles dépressifs. Est-ce qu'il y a des spécificités? Comment se traite-t-elle? La partie troubles bipolaires et la partie troubles psychotiques. Donc, ça sera la trame qui nous guidera au cours de cette session. Alors, en une diapositive, de façon très brève, la psychiatrie de la personne âgée, finalement, qu'est-ce qu'il faut en retenir? Premièrement, c'est une spécialité bien sûr en développement, ça tout le monde le dit. La gériatrie, ça représente une sphère d'investissement massive pour la psychiatrie. On estime que en 2030, 50% des patients avec un trouble bipolaire auront plus de 60 ans. Il y a une reconnaissance qui s'installe au niveau académique, puisque nous avons des PUPH qui sont nommés en psychiatrie de la personne âgée. Dans beaucoup de pays, il y a des spécialités, des services spécialisés en psychiatrie de la personne âgée. Pourtant, il y a une sous-représentation. Alors, à titre d'exemple, dans la littérature sur les troubles bipolaires, moins de 1% est consacré aux troubles bipolaires du sujet âgé, donc à rapprocher des 50% de patients prévus en 2030. Et puis, on a aussi, dans les manuels psychiatriques, comme le DSM, une très faible part réservée à la psychiatrie de la personne âgée, à la différence de la psychiatrie de l'enfant, par exemple. Le DSM est fondamentalement fait pour les patients occidentaux, adultes ou jeunes, mais pas pour la psychiatrie de la personne âgée. Donc je partirai de ce contraste pour développer trois autres points sur la psychiatrie de la personne âgée. Qu'est-ce que finalement vont faire les équipes de psychiatrie de la personne âgée? D'abord, s'intéresser aux spécificités cliniques, c'est-à-dire en quoi un trouble psychiatrique va être différent dans sa forme tardive de dans sa forme précoce. Donc ça, c'est vraiment un objet d'étude central, avec l'idée que vous avez deux façons de voir ce phénomène. Soit vous allez vous intéresser au vieillissement des troubles précoces. Alors vous allez voir dans le vocabulaire, on va beaucoup en parler. Dans la littérature nord-américaine ou anglo-saxonne, on parle de early onset, qui s'oppose à late onset. Donc early onset, c'est un patient avec un trouble schizophrénique, que va-t-il devenir à 60 ans? Et une spécificité vraiment encore plus forte, c'est les troubles d'apparition tardive. Ça, c'est une question très intéressante, puisqu'on va le voir de façon répétée. C'est quelque chose qui s'intrigue beaucoup avec la dimension somatique, notamment. Alors, ça, c'est le deuxième point clé, c'est-à-dire qu'une caractéristique aussi de la personne âgée, c'est l'intrication avec les syndromes démentiels. Et ça, c'est une intrication qui est ce qui vous intéresse particulièrement cet après-midi, à la fois diagnostique, c'est-à-dire quels sont les signes, les examens qui vont nous permettre de nous orienter vers un trouble démentiel ou un trouble psychiatrique, et puis thérapeutique, puisque le terrain organique va faire modifier des prescriptions médicamenteuses et même des accompagnements psychothérapiques en fonction de la cognition. Alors, on ne reviendra pas en détail, c'est pas l'objet de cet après-midi, de s'attarder sur la thérapeutique, mais vous connaissez, j'imagine, les spécificités de la personne âgée, avec la modification de la distribution des médicaments, de l'élimination des médicaments, la grande sensibilité aux effets secondaires, notamment en termes de confusion. Donc, il y a vraiment un art de pratiquer, et je le rappelle également, c'est également le cas pour la psychothérapie. Donc ça, ce sont les caractéristiques, je dirais, de la psychiatrie du personne âgé. Gardez bien ça en tête, puisque ce sont des questions qu'on va se poser tout au long de la présentation. Alors,
Revenons à quelque chose de très pratique. Donc la première partie, c'est la partie troubles dépressifs. J'avais imaginé, moi, vous présenter rapidement une petite vignette clinique sur une situation réelle hein, de patient qui vient pointer les interrogations de psychiatrie de la personne âgée. Alors, je pense notamment à une patiente qui a 78 ans, qui est en maison de retraite depuis 1 an, et qui est adressée par l'équipe infirmière pour une perte d'appétit, un apragmatisme, avec une diminution du langage. Donc, perte d'appétit, apragmatisme, avec à la question est-ce qu'il y a un diagnostic de démence? La réponse est sûrement. Donc, je reçois cette patiente qui comme caractéristique clinique, est extrêmement aminique, inexpressive, avec un grand apragmatisme pendant l'entretien, et des réponses laconiques qui se résument, 90% des cas, je ne sais pas. Elle ne sait pas si elle dort, elle ne sait pas si elle mange bien. Voilà. Juste les deux éléments que je peux avoir, c'est des réponses sur la date de naissance de ses enfants et l'idée d'une préoccupation sur le fait qu'elle ne pourra pas payer la consultation. Donc, qui sont des thèmes qu'on rencontre fréquemment dans la mélancolie. Et là, cette dame, pour qui cet état est assez normalisé par l'équipe de la maison de retraite, on me donne des renseignements sur cette dame par l'intermédiaire de son fils, qui me dit que c'est une dame qui a des antécédents familiaux de pendaison, qui était une personne très dynamique, qui portait toute la famille et qui a périclité au moment de son inclusion en maison de retraite. Alors, moi, je trouvais cette vignette particulièrement emblématique, puisqu'il y a d'une part la question de la reconnaissance des troubles, avec un fait qu'on va revoir qui est la normalisation des dépressions chez les personnes âgées. On en a parlé, on en parlera, vous en avez parlé pour les troubles cognitifs. Il y a souvent une normalisation des troubles cognitifs en disant c'est l'âge. C'est pareil pour les symptômes dépressifs. Donc, ce qui est saillant, c'est que c'est une dame qui a une dépression sévère avec caractéristiques mélancoliques et qu'on l'adresse pour quelque chose de très comportemental, très extérieur. Ça souligne également un deuxième point qui est la nécessité de travailler avec l'entourage, puisque si je n'avais pas consulté la famille, j'aurais eu aucune information anamnestique, et aussi la question du diagnostic différentiel avec la démence. Alors, c'est pas exclu, bien sûr, puisqu'on n'a pas suffisamment d'éléments pour l'explorer, mais au fonctionnement dans la maison de retraite et à la réponse partielle aux antidépresseurs, on peut s'imaginer que. Alors, sur les troubles dépressifs, nous allons suivre ce petit escargot. C'est un escargot qu'on va suivre en général pour les 3 catégories de troubles, avec la question de l'épidémiologie, c'est-à-dire la fréquence d'une part, ou les caractéristiques de fréquence et de terrain, quels sont les facteurs favorisants ou les facteurs protecteurs. Ensuite, c'est particulièrement l'objet de cette présentation pour vous, c'est la question des caractéristiques cliniques. Vraiment, n'oubliez pas, est-ce que les formes tardives ou les formes précoces vieillies se différencient des formes de l'adulte, et est-ce qu'elles se différencient entre elles en termes de symptômes et en termes d'évolution. Donc, deuxième point. Troisième point, on tournera autour dans les 3 troubles, c'est les diagnostics différentiels avec un accent mis sur les diagnostics de démence. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on suivra 3 types de démence au cours de la présentation. La démence type Alzheimer, qui peut entraîner des confusions avec le trouble dépressif. Les démences frontotemporales, qui peuvent aussi se confondre avec des troubles dépressifs, mais aussi avec des troubles bipolaires. Je pense à des situations cliniques particulières. Et un autre type de démence qui est la démence à corps de Lévy, qui peut se confondre avec des troubles psychotiques. Donc, on va tourner autour de ces 3 illustrations cliniques. La 4e question, c'est la question de l'évaluation. Ça peut également vous servir pour vos vignettes cliniques, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des modalités précises d'évaluation des symptômes et est-ce qu'il y a des outils spécifiques pour évaluer ces symptômes avec des questions spécifiques. Et ça, on va voir que ça va être surtout le cas pour la dépression de la personne âgée, mais pas pour les autres troubles. Et enfin, on fera à chaque fois une entité très brève, une diapositive sur les caractéristiques de la prise en charge, aussi bien au niveau médicamenteux que psychothérapeutique. Alors, on va se rappeler de la patiente dont je vous ai parlé pour faire un bref rappel sur l'épidémiologie. Alors, pas de fait très compliqué. Alors, on sait que la prévalence est à peu près la même que chez l'adulte jeune, mais un élément intéressant, c'est que la prévalence en milieu institutionnel est 3 fois plus fréquente. Ce qu'on a tous intuitivement en tête et qui illustre bien la situation de ma patiente, mais l'isolement social et la rupture des habitudes
est un facteur de risque de problématiques dépressives. Alors, en dehors de ça, est-ce qu'on sait s'il y a des facteurs protecteurs et des facteurs de risque? Oui. Alors, les facteurs de risque, ils sont de deux ordres. Je dirais qu'ils sont physiques et ils sont relationnels. Alors, au niveau des facteurs de risque physiques, on sait que les troubles somatiques, alors par exemple les troubles cardiovasculaires, mais aussi le diabète, sont des facteurs de risque, toutes choses corrigées, de troubles dépressifs. Donc il y a bien une dimension somatique qui va aggraver le risque d'apparition de la dépression, probablement pour des raisons de micro-lésions cérébrales, et aussi des facteurs de risque cognitifs, puisque plus le niveau cognitif baisse, plus on a de risque de voir apparaître une dépression. Ça, c'est le côté somatique. Et là aussi, c'est très bien illustré par la vignette clinique. L'isolement social est un gros facteur de risque chez la personne âgée. C'est un facteur de risque pour tout le monde, mais c'est probablement plus en action pour la personne âgée. Alors face à ça, est-ce qu'il y a des facteurs protecteurs? Eh bien oui, mais ce sont des facteurs qui sont surtout des facteurs relationnels et psychologiques. Alors, il y a trois facteurs qui ressortent dans la littérature. Il y en a un, c'est la pratique d'une activité religieuse, mais c'est très centré sur l'Amérique du Nord, avec des pratiques qui sont plus en place dans la société. Et deux autres dimensions, qui est la dimension de contrôle sur son environnement, c'est-à-dire de l'idée du choix, de pouvoir choisir, et l'efficacité personnelle, qui est le fait de se sentir réussir. Alors, c'est intéressant parce que je dirais que la vie en institution, pour moi, c'est presque l'antinomie, c'est-à-dire qu'on ne contrôle rien. On ne contrôle pas les heures de coucher, on ne contrôle pas les heures de repas, on ne contrôle pas les relations. Donc on peut dire qu'en soi, ce facteur protecteur, il n'apparaît plus. Et je ne peux pas m'empêcher de vous citer, pour l'efficacité personnelle, une anecdote personnelle, justement. Parce que j'ai ma mère qui est âgée de 83 ans et qui a une volonté farouche d'autonomie et qui teste régulièrement son autonomie en allumant sa tronçonneuse. Voilà. Elle allume sa tronçonneuse à essence. Et c'est très important pour elle de réussir à allumer sa tronçonneuse sans avoir besoin de l'aide de ses fils. Donc ça illustre vraiment le besoin d'efficacité personnelle et effectivement, ma mère est très loin d'avoir un terrain dépressif. Bon, donc ce que je voulais dire, c'est que c'est fréquent et qu'il y a des facteurs qui favorisent ou qui risquent d'aggraver, somatiques ou relationnels. Alors la question maintenant qui va vous concerner pour vos cas cliniques, c'est la présentation clinique. Et au fond, on peut se dire, est-ce qu'une dépression à 70 ans, c'est fondamentalement différent d'une dépression à 20 ans? Alors, ce qui est intéressant, c'est que en fait, il n'y a pas de différence qualitative nette entre les épisodes précoces et tardifs. C'est-à-dire qu'on a des symptômes qui sont plus ou moins présents, on va les voir, mais on peut considérer que ce ne sont pas fondamentalement des entités complètement différentes. Alors ça, c'est intéressant parce que vous allez le voir au cours de cette présentation, on est assez déçu par l'idée d'identifier des entités très différentes en fonction de l'âge. On a beaucoup de variations plutôt symptomatiques, mais pas fondamentalement qualitatives. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'a apporté la littérature récente et qui est un peu à contrario, qui s'inscrit à contrario de la tradition psychiatrique, notamment européenne, qui identifiait beaucoup de syndromes spécifiques, mais qui sont difficilement confirmés par les données de littérature, notamment les études d'agrégation. Alors, je mets un petit bémol, et ça, vous allez voir avec le DSM, on tombe souvent dans des tautologies. N'oubliez pas qu'il y a une difficulté, c'est que pour avoir des caractéristiques spécifiques de la dépression de la personne âgée, il faut être déprimé selon le DSM ou la CIE. Et si on est déprimé selon le DSM, ça veut dire qu'on a au moins les critères suffisants selon le DSM pour diagnostiquer un épisode dépressif. Donc c'est là où c'est un peu tautologique parce que évidemment ce qu'on cherche avec des outils spécifiques ne va pas trop s'écarter de ce qu'on trouve avec les outils spécifiques. Oui, bien sûr, c'est évident. Et donc c'est une porte qui n'est pas encore totalement fermée. Alors s'il n'y a pas de différence qualitative, on sait qu'il y a des différences sur l'intensité de la symptomatologie. Alors ce qu'on sait, c'est que les troubles dépressifs sont plus sévères chez la personne âgée. Et notamment, on a plus de symptômes psychotiques qui sont souvent non congruents à l'humeur, avec notamment les idées de persécution. Un point clé à retenir, c'est que l'être humain, quand il délire d'abord de façon persécutée. Et c'est le cas aussi pour les dépressions de la personne âgée. Et on va avoir, ce qui est logique, plus de symptômes neurovégétatifs,
Ce sont les anciens symptômes qui caractérisaient les dépressions endogènes, les troubles du sommeil, les troubles de l'appétit, le ralentissement, et qui sont plus présents dans les formes sévères, donc évidemment plus présents chez le sujet âgé. C'est pas ce qui est le plus caractéristique. Ce qui est le plus caractéristique, et qu'on voit dans toutes les données de la littérature, c'est qu'il y a plus de troubles cognitifs. Il y a plus de troubles cognitifs que, bien sûr, chez l'adulte jeune déprimé, mais aussi chez les apparentés, c'est-à-dire les gens du même âge qui n'ont pas de syndrome dépressif. Et ces troubles vont porter à la fois sur l'attention, on va le revoir longuement, la mémoire, mais aussi les fonctions exécutives, qui sont les fonctions de planification. Donc ça, c'est un élément clé. On va le voir dans les troubles bipolaires aussi. Plus de troubles cognitifs lors des épisodes. Et dernier point, c'est la prédominance ou la grosse part des symptômes anxieux. Les symptômes anxieux et les plaintes douloureuses qui ont conduit avant au concept de dépression masquée. Dépression masquée, c'est des gens qui arrivent sans plainte sur la tristesse ou la perte de plaisir, mais avec plus de plaintes somatiques. Alors, ce concept de dépression masquée, il n'est pas tant confirmé par les données actuelles, mais pour autant, moi, c'est quelque chose qui me parle bien cliniquement et qui est expliqué par un effet de cohorte, c'est-à-dire que les gens très âgés actuellement, dans leur cursus éducatif, n'ont pas été très habitués à parler de la tristesse et ont été plutôt habitués à parler des plaintes somatiques qui sont plus universelles. Donc ça, c'est une façon d'expliquer ce phénomène. Donc, retenir pour la partie clinique, essentiellement, à mon avis, la question de la prévalence des troubles cognitifs. Et c'est bloqué sur les diapositives. Ah, si, c'est bon. Alors, je vous avais dit qu'il y avait des spécificités de symptômes, mais on a vu que c'était plutôt sur l'intensité. Est-ce qu'il y a des troubles, des modifications de l'évolution? En gros, la question, vous avez quelqu'un qui a fait 3 épisodes dépressifs, ou qui fait un épisode dépressif inaugural à 70 ans. Qu'est-ce qu'on peut savoir? Alors, premièrement, c'est qu'il n'y a pas d'épuisement du trouble. Vous savez, c'était pour le trouble bipolaire une supposition des vieux cliniciens du début du XXe qui disaient qu'il y avait un échappement aux troubles de l'humeur. C'est pas vrai. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a plutôt une accélération des cycles. C'est-à-dire les décompensations deviennent plus fréquentes, avec l'idée que les rechutes sont plus fréquentes mais plus courtes, et surtout qu'il y a une rémission moins complète. Ça, on va le voir pour les troubles bipolaires, c'est exactement le même schéma. Les gens rechutent de plus en plus souvent, et il y a de moins en moins de jours en euthymie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de formes soit symptomatiques, soit subsyndromiques. Donc ça, c'est l'évolution en termes purement descriptifs, mais attention, on va le voir pour tous les troubles psychiatriques de la personne âgée, il y a une surmortalité. Le fait d'avoir un trouble dépressif, ça multiplie le risque de mortalité par 2, en général, et bien sûr un risque suicidaire accru. Alors ça, on l'oublie souvent chez la personne âgée. Je vous rappelle ici les statistiques avec le nombre de suicides pour 100 000 habitants. C'est les données assez anciennes de 2014, mais qui n'ont pas changé. Pour 100 000 habitants, vous voyez, plus on avance en âge, plus la probabilité pour les hommes, notamment, de décéder par suicide est importante. Et ça, c'est expliqué par un phénomène qui est très connu en suicidologie, c'est que les gens jeunes tentent de se suicider beaucoup plus, notamment par intoxication. Les personnes âgées beaucoup moins, mais elles réussissent beaucoup mieux, notamment parce qu'elles utilisent des méthodes beaucoup plus radicales, armes à feu, pendaison ou autres. Donc, il y a bien quelque chose autour du risque suicidaire dans la dépression du sujet âgé. Donc, on a vu l'épidémiologie, les facteurs de risque, on a vu la variation de symptômes qui est plus quantitative, avec notamment les troubles cognitifs et la sévérité. On a vu l'évolution avec un point clé à mon avis à retenir qui est l'accélération. Et maintenant, nous allons aborder la question des diagnostics différentiels. Alors, pour des raisons didactiques, je dirais, je pense que c'est bien de retenir pour tous les troubles qu'on va voir cet après-midi qu'il y a 3 principales familles de diagnostics différentiels. Tout ce qui est trouble lié à une substance, notamment les médicaments, avec l'idée que pour chaque trouble, on a des médicaments particulièrement incriminés. Là, on va voir que c'est les antihypertenseurs ou les bêta-bloquants. Mais n'oublions pas que les antipsychotiques, notamment de première génération, sont dépressogènes. Et vous avez une deuxième catégorie qui est les troubles qu'on appelle, alors c'est affection médicale générale, c'est la dénomination du DSM, et qui sont, on va dire, des pathologies plus de système. Alors, comme en numéro 1 ici, l'hypothyroïdie. Vraiment, dans la plupart des conférences de consensus chez l'adulte, on conseille, si on fait un petit bilan, de faire au moins une TSH
mais aussi une mesure de l'hémoglobine. Donc ça, vous pouvez vous souvenir de ça pour tout. Et la troisième entité, c'est les troubles neurologiques. Troubles neurologiques qui va nous intéresser particulièrement, avec en gros les troubles très aigus et qui sont essentiellement vasculaires. Puisque vous savez, les troubles vasculaires, les AVC, peuvent miner tous les troubles psychiatriques. Et puis la question également des démences. Alors je vous avais dit qu'on allait s'intéresser pour chaque trouble à une entité démentielle. Ça va être le cas avec la maladie d'Alzheimer. Alors, la maladie d'Alzheimer, ce qui est très intéressant, c'est que on a une intrication très étroite avec la dépression. Alors, très étroite, puisqu'il y a 4 types d'associations. Celui que vous avez vu ce matin, c'est-à-dire vous avez une démence diagnostiquée et des symptômes dépressifs qui arrivent. Ce sont les manifestations psychocomportementales de la maladie d'Alzheimer. Et vous avez un autre tableau qui va vous intéresser aussi pour vos vignettes cliniques. C'est des troubles dépressifs avec beaucoup de symptômes cognitifs qui vont faire parler de pseudo-démence. Alors, j'ai des anecdotes très parlantes dans ma tête. Je me souviens quand j'étais interne, une patiente de 80 ans, dont j'aurais mis ma tête à couper qu'elle avait un syndrome démentiel, en me demandant 30 fois dans la journée si j'avais l'heure, avec un test de l'horloge absolument effondré, et que j'ai suivi pendant plusieurs années en consultation, avec une normalisation complète de la mémoire, mais aussi du test de l'horloge. Donc attention aux troubles cognitifs. N'oubliez pas que ce n'est pas l'apanage des troubles neurologiques. Alors, qu'est-ce qui peut faire différencier? Ça aussi, ça peut vous être utile. Mais avant ça, on va voir les similitudes. On a vu que dans les troubles Alzheimer, comme les troubles psychiatriques, vous avez l'attention qui est perturbée. Alors ça, on le voit dans l'entretien. On peut le voir aussi sur des tests simples comme le Trail Making Test, qui est un test qui consiste à regrouper des chiffres par ordre croissant ou alterner des chiffres et des lettres. Et vous avez aussi une altération de la mémoire, que vous connaissez bien pour Alzheimer, qui peut être la mémoire de travail. On va le voir sur le MMS, par exemple, sur la consigne de soustraction. Vous savez, où on compte de 100 en enlevant 7 à chaque fois, où les gens oublient la consigne. Et ça va être également des troubles de la mémoire, de l'apprentissage qu'on va voir avec le test des 5 mots de Dubois, que j'aime beaucoup, parce qu'il permet d'avoir une caractéristique supplémentaire par rapport au MMS, qui est l'indissage. Alors, je ne sais pas si vous connaissez bien le test de Dubois, ça a été évoqué ce matin, ou pas? On a fait le calcul, mais pas D'accord. Donc, le test de Dubois, c'est recommandé pour le dépistage des maladies d'Alzheimer. Vous avez 5 mots qui sont présentés sur une feuille de papier. À chaque mot, on associe une catégorie. Par exemple, vous avez une sauterelle et on va dire à la personne, montrez-moi le nom de l'insecte. Puis, on va cacher le document, demander au patient de restituer les mots jusqu'à ce que ça soit appris. Et on va demander plus tard dans l'entretien un rappel de ces 5 mots. Et si les gens n'y arrivent pas, on va donner un indice. Si les gens ne se souviennent pas de sauterelle, on va dire c'était un insecte. Voilà ce qu'on n'a pas pour le MMS. Et la caractéristique souvent dans les troubles psychiatriques, c'est que l'indissage améliore les performances. Donc ça, c'est la mémoire. Et vous avez aussi une altération des fonctions exécutives. Fonctions exécutives, vous savez, c'est tout ce qui est planification, organisation des actions qui vont être mises en œuvre par les fonctions instrumentales. Et ça, on peut le mesurer avec des choses relativement simples. Quand vous faites la soustraction, ça mobilise les fonctions exécutives. Le test de l'horloge, beaucoup les fonctions exécutives. Le cube, beaucoup les fonctions exécutives. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas difficile à tester en entretien. Alors, les différences, c'est intéressant pour vous également, parce que ce qu'on sait, c'est que les troubles praxiques, les troubles des savoir-faire et les troubles phasiques sont plutôt évocateurs de démence. Alors, pour les praxies, vous savez, vous avez plusieurs choses. Vous pouvez faire les praxies abstraites, comme le salut, demander tout simplement de savoir comment les gens se brossent les cheveux ou se brossent les dents, pour voir s'ils ont en tête les schémas moteurs. Ça peut être des praxies d'imitation. Vous allez demander aux gens de recopier des formes que vous allez faire avec les mains, comme les anneaux ou la superposition des 2 mains comme ça. Ça, vous allez tester les praxies. Et vous pouvez tester également les praxies de façon graphique. C'est ce qu'on a dans le MMS en recopiant les dessins, le dessin, ou de façon plus complexe avec le cube. Je dis plus complexe parce que le cube chez les personnes âgées est souvent échoué. Donc, c'est pas assez discriminant. Mais vous avez beaucoup de choses à faire pour mesurer les praxies.
et les tests phasiques. Donc c'est le fait de savoir comment les choses s'appellent, d'avoir les mots en répertoire. Et ça, comment on peut le faire? Ben, ce que l'équipe faisait en gériatrie, le chef de service qui passait dans les chambres, il y avait deux choses qu'il faisait. Il montrait une montre que vous avez ici, et il demandait le nom de deux choses. La trotteuse, qui est un nom spécifique, et le remontoir, qui est un nom spécifique aussi. Il le faisait également avec un stylo bic. Donc, un stylo bic que les gens appellent crayon, c'est échoué. Et en désignant la bille ou la pointe pour un crayon, essayer d'avoir le répertoire de mots de façon plus précise. Deuxième chose qu'on peut faire également, que je trouve pas mal, mais qui touche à la fois les gnosies, c'est-à-dire vraiment la reconnaissance et phasie, c'est-à-dire le lexique sémantique, c'est les doigts de la main. Les doigts de la main, vous êtes censé, même avec l'âge, connaître le nom des doigts de la main. Ça, je le faisais souvent avec les patients. C'est vrai que c'est une épreuve en cas de démence qui est échouée, qui est assez discriminante, je trouve, par rapport à d'autres troubles, notamment psychiatriques. Donc, les symptômes praxiques et phasiques, donc instrumentaux, et la chronologie des symptômes, évidemment. Si vous avez une dépression qui s'installe avec les troubles cognitifs à leur acmé, c'est plus évocateur d'un trouble dépressif que d'un trouble démentiel. Donc, je reviens à ce diapo. La démence peut être d'abord, le trouble dépressif peut se fondre avec la démence, et vous avez aussi les dépressions d'apparition tardive qui sont l'indicateur d'une démence à venir. Sachant qu'une dépression tardive, vous multipliez par 4 à 5 le risque d'avoir une démence rapidement après le diagnostic de dépression. Donc ça peut être aussi quelque chose de prodromique. Et enfin, c'est intéressant au niveau épidémiologique, vous avez la dépression comme facteur de risque, puisqu'on sait que les gens avec des épisodes dépressifs, surtout quand ils sont précoces, ont 2 fois plus de risques de développer une démence de type Alzheimer plus tard. Donc, c'est ce que je dis souvent aux patients quand je discute avec eux sur notamment les médicaments pour la dépression. Vous savez, ils ont souvent l'idée que les médicaments vont les abîmer au niveau cérébral. En vrai, ce qui abîme le plus, c'est la dépression. La dépression est un facteur de risque de démence avec le sexe, l'âge, comme l'anxiété l'est également. Hein, notamment par l'axe corticotrope, probablement, qui entraîne un trouble des fonctions cognitives supérieures. Donc vous voyez, on a quelque chose d'extrêmement intriqué. Et du coup, va se poser la question du dépistage et de l'évaluation. Alors ce qu'on sait, je vous en ai parlé rapidement en introduction, c'est que les troubles dépressifs sont moins diagnostiqués et moins traités. Il y a une normalisation de la dépression par l'entourage. Et puis, il y a aussi une sous-expression par les personnes âgées de la tristesse. On l'a vu pour les dépressions masquées. Globalement, dans plusieurs études de la littérature, on est 10 à 20% des patients âgés avec des troubles dépressifs qui sont pris en charge. Alors, comment faire le dépistage? Bien sûr, vous avez les méthodes qu'on utilise chez l'adulte jeune, la PHQ par exemple 2 ou 9. Et puis, vous avez des outils spécifiques. Vous avez par exemple la Geriatric Depression Scale, qui est un outil standard de dépistage de la dépression. 15 questions en oui-non et un score de 10 à plus est très évocateur de dépression. Alors pourquoi je vous la présente? Parce que c'est peut-être dans vos vignettes cliniques le type de questions que vous pourrez poser. Globalement, vous avez des questions très générales, hein, la satisfaction de notre vie, les activités, mais vous avez des questions plus spécifiques. Êtes-vous heureux de vivre actuellement? Ou pensez-vous qu'il est merveilleux de vivre à notre époque? Alors je ne sais pas si c'est très gériatrique, parce que je ne sais pas ce qu'on peut répondre sur ça, sans être dans une population gériatrique. Vous avez un autre type de questions qui est assez spécifique, c'est les plaintes sur les problèmes de mémoire. Voilà, qu'on a souvent donc chez les patients âgés déprimés, on vient de le voir. Donc ça c'est la GDS, je vous conseille de la connaître puisque c'est vraiment un des outils standards et c'est un des rares outils spécifiquement gériatriques. Pour information, c'est pas le domaine qui va vous intéresser, mais on a aussi une échelle spécialisée pour les démences, c'est l'échelle de Cornell. Je sais pas si vous la connaissez. Qui est une échelle validée pour les scores de MMS inférieurs à 15 et qui est très observationnelle et passée pour l'entourage. Voilà pour l'évaluation de la dépistage. Une des questions qu'on se pose toujours, par exemple la gériatrique dépression scale, j'aurais pu l'aborder avant, c'est la question de qu'est-ce que c'est être âgé.
Alors, vous le savez, vous avez dû le connaître, le travailler ce matin. Il n'y a pas de consensus sur l'âge. Il y en a qui font commencer à 45 ans, 50 ans, 55, 60. Le consensus qui semble se dégager, c'est plutôt la soixantaine pour utiliser les diagnostics de dépression du sujet âgé. Dernier point sur la dépression, c'est les spécificités de prise en charge. Alors, c'est assez intéressant parce que, au fond, quand on regarde ce qui se fait, je vous en parlais pour le contrôle, mais il y a beaucoup d'attitudes paternalistes, c'est-à-dire que la personne est souvent peu mise en acteur, alors que les recommandations considèrent qu'il est important de mettre la personne au centre du soin, y compris chez les personnes âgées. Et globalement, ce qu'on sait, c'est que médicaments et psychothérapie sont efficaces. Les deux fonctionnent, mais, fait intéressant, les médicaments sont plus volontiers proposés par les soignants et l'entourage. Prenez ce médicament. Alors que spontanément, les personnes âgées auraient tendance à préférer les psychothérapies. Donc les deux sont efficaces, à condition de les adapter au terrain. Donc les médicaments, on en a parlé tout à l'heure, il y a l'élimination, le risque de confusion, donc utilisation sur des doses plus faibles. Et la psychothérapie, évidemment, ça va être plutôt des thérapies cognitivo-comportementales, mais qui doivent s'adapter au terrain cognitif. Je pense notamment à la thérapie d'activation. Et enfin, quelque chose de plus spécifique, on a vu que l'isolement est un facteur de risque, on va travailler sur ça pour améliorer l'humeur, également sur l'activité physique, même douce, qui a tendance à améliorer l'humeur. Voilà pour les troubles dépressifs. Si je devais retenir les méthodes clés, c'est que ça reste des troubles qui sont encore assez peu étudiés et que pour l'instant, on a du mal à définir une entité qui serait vraiment spécifique au niveau qualitatif et qu'on est plutôt sur des dimensions d'intensité, avec notamment les troubles cognitifs, l'anxiété et la sévérité. Retenez aussi qu'il y a une surmortalité dans ces troubles et qu'il y a une forte intrication entre les tableaux démentiels et le trouble dépressif et qui sont vraiment d'interaction de causalité réciproque. Et je dirais la GDS pour le dépistage avec la prise en compte du terrain pour les soins. Voilà pour les troubles dépressifs. Je fais une pause d'hydratation, excusez-moi. Allez, on continue, c'est une pause attentionnelle. Alors, en champ de volet, pas tout à fait, puisque vous allez voir qu'on va retrouver beaucoup de similitudes avec les troubles dépressifs. On va s'intéresser à la question des troubles bipolaires. Je pense à une patiente, là, qui est une patiente hospitalisée en unité libre, 75 ans, de troubles bipolaires de type 1 depuis l'âge de 25 ans. Hospitalisée depuis 1 an dans le cadre d'une instabilité thymique, une patiente qu'on n'arrive pas à équilibrer avec des passages hypomaniaques, maniaques, mixtes et dépressifs, qui a une symptomatologie essentiellement marquée par l'irritabilité. C'est une patiente qui me fait des bras d'honneur en entretien, en consultation, qui fait des bras d'honneur à tout le monde dans le service, qui a nosognosique bien sûr, c'est-à-dire qui est partie il y a quelques jours pour rentrer chez elle à pied, 19 km, et qui a aussi une caractéristique qui complexifie la prise en charge, c'est la comorbidité. Alors, cette dame a une insuffisance respiratoire, elle a une myasthénie, c'est-à-dire ça contre-indique les traitements anticholinergiques, un trouble ischémique cardiovasculaire, un glaucome, une insuffisance rénale secondaire à un globe urinaire. Donc, c'est une dame pour qui les thymorégulateurs sont assez difficiles à manier et pour qui, comme la dame précédente, on se dit oui, mais elle est démente. Elle est démente parce qu'on peut confondre facilement avec une symptomatologie frontotemporale. La désinhibition, les bras d'honneur, vous pourriez tout à fait les faire en ayant une démence frontotemporale. Donc, c'est intéressant parce que ça pose la question du diagnostic différentiel, des comorbidités somatiques et de l'expression clinique. Donc voilà, c'est une prise en charge extrêmement difficile. On revient sur la même chose. L'épidémiologie. Alors, on a vu que la dépression, on avait du mal à caractériser les dépressions tardives et précoces. C'est un peu la même chose, on va le voir pour les troubles bipolaires, mais classiquement dans la bipolarité, il y a 2 types d'entités. Les late onset, apparitions tardives, qui ne sont pas rarissimes. Vous avez 10% des troubles bipolaires, des vrais troubles bipolaires,
qui apparaissent après 50 ans. Et effectivement, vous avez ici un papier de Bellivier dans l'American Journal of Psychiatry. Vous avez les courbes de prévalence du trouble bipolaire. Alors là, c'est une courbe en 3 zones, hein, ça peut être 3 zones ou 2 zones selon les données de la littérature, mais vous voyez bien qu'il peut y avoir un pic un peu tardif de trouble bipolaire, qui peut être soit des troubles dépressifs qui se bipolarisent tardivement, c'est-à-dire des gens qui n'ont fait que des dépressions, qui vont faire un premier maniaque tardivement, soit des épisodes timiques dépressifs ou maniaques de novo, qui toujours sont plus suspects hein, de troubles cognitifs démentiels. Donc dès que vous avez un trouble tardif sans antécédent psychiatrique, ça sent le roussi quand même. Et puis vous avez, on l'a vu dans les généralités, les troubles précoces vieillis, c'est-à-dire les patients bipolaires, qui, comme madame dont je vous parlais, qui vont avoir 40, 50, 60 ans de bipolarité. Et la question, c'est qu'est-ce que ça devient? Donc, ce qu'on sait, pourquoi ça peut être identifié, c'est que les gens qui développent vraiment tardivement un trouble bipolaire, ou qui se bipolarisent tardivement, il y a moins d'antécédents familiaux de bipolarité. Donc ça, on sait qu'il y a un terrain génétique qui est moins marqué pour les troubles tardifs. Ça, c'est toujours intéressant au niveau clinique. Et aussi, c'est ce que je vous disais, qu'il y a plus de micro-lésions cérébrales associées. Alors ça, ce sont, vous savez, tout ce qui est hypersignaux de la substance blanche. Je ne sais pas si vous connaissez. Vous avez ici un IRM, une imagerie par résonance magnétique, et vous voyez ces petits picots blancs ici. Ce sont des micro-lésions vasculaires qui ne se traduisent pas par des déficits fonctionnels, hein, comme les AVC, mais qui vont être corrélés à des troubles thymiques plus fréquents, plus sévères, plus résistants, et qui vont être présents, j'ai pas exactement le chiffre en tête, mais entre 60 et 70% chez les patients bipolaires et plutôt de l'ordre de 30% chez les patients sans trouble de l'humeur. Donc, une fois de plus, c'est pas diagnostic, mais ce sont des facteurs de risque cognitif. Alors ça, c'est pour l'épidémiologie. La question de la présentation clinique, c'est ce que je vous disais en introduction. On est encore un peu déçu sur, je dirais, quelque chose qui serait un tableau vraiment spécifique aux épisodes maniaques chez les patients avec des troubles bipolaires âgés. Mais là aussi, comme la dépression, on a des variations quantitatives. Donc je rappelle, la dépression plus sévère, plus cognitive, plus anxieuse. Pour les troubles bipolaires, alors dans les épisodes maniaques, on a une dimension à proprement parler thymique d'exaltation qui est souvent moins marquée. Et les idées de grandeur sont souvent moins marquées. Et par contre, comme ma patiente, ça aussi, ça vous aidera peut-être à fixer les caractéristiques cliniques, on a plus d'irritabilité. Les bras d'honneur en consultation et les bras d'honneur aux autres patients, ou la percussion des autres patients, c'est une dame qui va volontiers être cadre de service en régulant à coups de baffe les patients au cours des repas en réfectoire. C'est quelque chose de plus emblématique des épisodes maniaques. Et enfin, ça aussi c'est facile à retenir parce que vous avez la même chose que dans la dépression, il y a également plus de troubles cognitifs en lien possiblement avec les lésions et l'hypersignal. Alors ça, c'est pour les symptômes. Donc globalement, moins d'euphorie, plus d'irritabilité et les troubles cognitifs comme dans la dépression. Ce que je vous disais tout à l'heure, facile à retenir, c'est qu'il n'y a pas d'épuisement des troubles bipolaires. On a des troubles qui s'accélèrent, c'est-à-dire de plus en plus de décompensation, avec de moins en moins de périodes de tinnitus. Donc vous avez vraiment comme pour un sismographe des épisodes qui vont devenir de plus en plus fréquents. Et en termes qualitatifs, vous aurez de plus en plus de dépression et de moins en moins de manie. Donc non seulement les troubles s'accélèrent, mais ils ont tendance à se polariser, c'est-à-dire à aller plus souvent vers le bas, avec l'idée, bien évidemment, comme dans les troubles dépressifs, qu'on a une problématique de surmortalité. Alors, on parlait du diagnostic différentiel. De façon très simple, je vais rester sur les mêmes étiologies. Pensez toujours diagnostic différentiel des troubles psychiatriques de la personne âgée. Vous vous souvenez les substances? Alors, pour les substances, ce coup-ci, les plus incriminés, ça va être les antidépresseurs, avec des virages inattendus chez des patients âgés déprimés, et les corticoïdes. Je pense à une patiente que j'ai vue hier, trouble bipolaire stabilisé par antipsychotique, qui fait un épisode maniaque 8 ans après le dernier, suite à l'introduction de corticoïdes par son médecin généraliste. Donc attention avec les corticoïdes chez ces patients, c'est une des principales causes de manie secondaire. Deuxième famille de causes, on en a vu, c'est des causes plutôt systémiques ou endocriniennes. Alors bien sûr, hypo, plutôt pour les troubles dépressifs, mais pas que, hyperthyroïdie, ou Cushing avec une hypersécrétion
évidemment, c'est de cortisone, c'est le pendant des traitements par corticoïdes. Et je vous avais dit, troisième cause, AVC démence, c'est pareil pour les troubles bipolaires. Des AVC peuvent révéler brutalement un trouble, un épisode maniaque, un faux épisode maniaque, et les démences également. Alors, on a parlé d'Alzheimer pour la dépression, on va parler un peu plus des démences frontotemporales pour les troubles bipolaires qui donnent un aspect de pseudomanie. Vous avez ici une imagerie avec une démence frontotemporale très évocatrice avec une atrophie des sillons qui est marquée au niveau essentiellement frontal. Donc ça, c'est évocateur, mais on va le voir, absolument pas suffisant. Alors celle-ci, oui, mais l'atrophie n'est pas pathognomonique d'une démence frontotemporale, puisque vous l'avez également dans les troubles schizophréniques. Il y a beaucoup de troubles psychiatriques dans lesquels vous l'avez. Alors, vous vous souvenez, tout à l'heure, on a dit que les troubles attentionnels, mnésiques et exécutifs pouvaient être communs. Alors, que partagent la manie et les démences frontotemporales? La désinhibition sexuelle. Je me souviens d'un monsieur, lors d'une présentation, quand j'étais externe en médecine, présenté par un prof de neurologie, qui était dans la salle et qui a interrompu la séance en allant uriner dans un coin de la salle. Ça, c'est typiquement la désinhibition qu'on a dans les démences frontotemporales, mais qu'on peut avoir dans les phases maniaques, même si elle est moins fréquente avec l'âge. L'irritabilité également. Alors, je ne sais pas si vous avez en tête, mais les DFT, vous avez la partie plutôt agitée, puis la partie plutôt apathique. Mais les crises de colère peuvent être présentes dans les deux troubles, également l'agitation motrice, avec des patients qui vont se déplacer ou être logoréiques. Je me souviens également d'une situation, d'un diagnostic différentiel quand j'étais à Purpan, où un collègue gériatre m'avait demandé de voir un patient qui était en logorée permanente en faisant des jeux de mots. Des jeux de mots ininterrompus. Et en fait, on s'est plutôt orienté vers une DFT parce que une des caractéristiques, c'était l'absence complète de dimension ludique ou d'exaltation. C'était de jeux de mots qui étaient presque mécaniques. Donc ça, ce sont les symptômes communs. Vous avez une checklist qui n'est pas traduite en français, dont le nom est très long, qui a été proposée par une conférence, enfin pas une conférence de consensus, mais un collectif d'auteurs, publié en 2020, qui va poser 17 questions avec un score supérieur à 11 évocateur de démence frontotemporale et inférieur à 8 de troubles psychiatriques. C'est que indicateur, mais ce qui est intéressant avec cette échelle, c'est qu'elle a été faite sur échantillon clinique. C'est-à-dire le pool de questions a été proposé à un groupe de patients avec un diagnostic de certitude de DFT et un groupe de patients avec des troubles psychiatriques. Et donc, qu'est-ce qu'on voit apparaître? C'est qu'il y a quelques questions qui peuvent orienter plutôt vers l'un ou plutôt vers l'autre. Des symptômes de terrain et des symptômes cliniques. Alors, le terrain, évidemment. Si vous avez des antécédents de DFT, évidemment, c'est plutôt en faveur d'une DFT. Si vous avez des antécédents de troubles bipolarité, évidemment, plus en faveur d'un trouble bipolaire. Mais aussi au niveau clinique, ça c'est intéressant pour vos vignettes. Vous avez un premier élément qui est l'indifférence par rapport à la situation d'examen. Les gens ne sont pas référés par eux-mêmes. Le fait d'être examiné ou d'être en situation collective ne les stresse pas, ne les rend pas anxieux. Donc ça peut être un premier élément évocateur. Deuxièmement, vous avez des symptômes cognitifs dépressifs, comme la culpabilité ou les pensées suicidaires qui sont souvent absentes dans les DFT. Donc ça, c'est vraiment le cœur cognitif de la dépression. Hein. Vous vous souvenez ce que disait Beck, le cognitivisme de la dépression, c'est une vision négative de soi, des autres et du futur. Mais ça, on l'a pas trop, ou moins dans les DFT. Et puis, vous avez des symptômes qui sont assez évocateurs de DFT, c'est-à-dire les stéréotypies. Je pense à mon patient, par exemple, mais ça peut être des patients qui vont répéter des expressions de façon interminable. Les troubles du langage. Alors, troubles du langage, ça se comprend quand on est neuroanatomiste, puisque le lobe frontal est impliqué dans le langage, et donc vous pouvez avoir des troubles de l'articulation, de la prononciation, voire une aphasie complète. Également, vous avez une modification des goûts alimentaires. Alors, vous savez que l'alimentation dans les DFT peut être modifiée comme dans la manie. Hein. Je pense à un collègue dont la maman présente une démence frontotemporale, un collègue qui n'est pas sur la région, et qui me décrit chez une dame qui était enseignante normalienne, tirée à 4 épingles,
des piochages dans le plat d'haricots verts en famille, euh, complètement inhabituels et qui traduisent bien, dans le cadre d'une démence, la désinhibition euh, et la modification de l'oralité. Et enfin, les deux derniers points évocateurs de DFT dans ce questionnaire, c'est des anomalies à l'examen physique-neurologique, que ce soit sur le grasping par exemple, euh, ou sur les tests de similitude, et également une fluctuation des symptômes qui est moindre. La patiente dont je vous parlais a des symptômes qui changent du jour au lendemain parce qu'elle est guidée par la mixité, alors que bien évidemment dans les DFT, vous aurez quelque chose de beaucoup plus stable puisque vous avez un support organique. Donc voilà pour les facteurs évocateurs d'une démence frontotemporale. Est-ce qu'il y a une spécificité dans la prise en charge? Je reviens sur les troubles bipolaires. Eh bien, la spécificité, c'est pour les médicaments, comme d'habitude, l'idée d'être prudent dans la prescription. Mais contrairement à ce qu'on peut imaginer, ça c'est un lieu commun, le lithium reste le traitement de référence. Alors ça pour plusieurs raisons. D'abord parce que les autres sont peu étudiés, mais surtout un point très intéressant qui est souvent mal connu, c'est que le lithium a probablement, ça mérite d'être confirmé encore, un effet procognitif. C'est-à-dire on sait sur des populations de patients bipolaires que les patients bipolaires traités par lithium ont un risque de démence à 5%, ceux qui ne sont pas traités par lithium à 33%. Alors il y a peut-être des biais de sélection, mais on a montré aussi que dans les populations avec des eaux de consommation courante très riches en lithium, on avait possiblement une moindre prévalence de troubles démentiels. Donc en tout cas, il y a des choses à creuser, peut-être ça sera confirmé ou infirmé, mais c'est un argument pour moi pour prescrire du lithium, notamment chez les patients âgés. Les psychothérapies, alors vous savez qu'on est souvent en France pas très bon pour les programmes psychothérapiques. Sachez qu'il existe, y compris en France, dans certaines régions, des programmes spécifiques pour les troubles bipolaires du sujet âgé, au-delà de l'éducation thérapeutique et des programmes d'accompagnement traditionnels. Alors, il y en a un, c'est le programme FACE, qui est fait dans certains départements et qui associe la prise en charge somatique avec la dimension sociale à la prise en charge purement psychiatrique. Donc, on peut faire des choses en psychothérapie. Hein. Ça, c'est un des messages clés. Le fait d'être âgé n'implique pas quelque chose de médicamenteux. Donc, voilà ce que je voulais vous dire pour le trouble bipolaire. Euh, pour moi, les points clés, c'est les deux formes de troubles bipolaires, précoces et tardives, avec l'idée que plus c'est de nouveau, plus il faut suspecter un trouble somatique. Retenez l'association aux hypersignaux à l'IRM et le fait que les dimensions sont plus quantitatives que qualitatives. Sur l'évolution, pour être économe au niveau de notre mémoire, je pense que c'est bien de retenir l'accélération des cycles, avec, comme pour les troubles dépressifs, la rémission incomplète. Et au niveau du diagnostic neurologique, le tableau de démence frontotemporale, avec des outils qui permettent d'approximer la différenciation clinique. Et enfin, au niveau du traitement, le lithium et la psychothérapie. Juste un point sur la différenciation clinique. Attention, parce que l'imagerie morphologique et même fonctionnelle n'est pas pathognomonique. N'oubliez pas, vous avez des anomalies morphologiques, dont beaucoup de troubles psychiatriques, et donc une atrophie frontale, sauf si elle est très sévère, ne suffit pas à évoquer une démence frontotemporale. Même sur le fonctionnel, quand vous faites du PET scan par exemple, évidemment, quand vous êtes en phase dépressive, vous avez un hypofonctionnement frontal. C'est ce qu'on voit dans toutes les dépressions. Donc, c'est pas si simple. Il faut vraiment faire quelque chose de multidisciplinaire. J'ai encore vu ce matin une patiente bipolaire, 70 ans, qui a fait une IRM avec une atrophie frontotemporale. Elle vient de m'amener son PET scan tout à l'heure qui montre un hypofonctionnement sévère, bilatéral. Mais cette dame a fait un AVC. Quelle est la part de l'AVC? On ne sait pas. Et surtout, ce qui est caractéristique, c'est qu'elle a aucun symptôme spécifique. C'est une dame qui est apathique. Mais elle est apathique depuis l'AVC et avec un état dépressif traînant, pardon. Mais la question de comment trancher entre DFT et troubles bipolaires avec symptômes bipolaires. Donc ça, c'est ce que je voulais vous dire pour les troubles bipolaires. Je vais faire la même chose, je vais me réhydrater.
Vous pouvez en faire une pause attentionnée. Alors, on m'a dit qu'il reste 5 minutes avant ma réunion, faire un peu plus. On va terminer avec les troubles psychotiques. Alors, ce que j'avais proposé, c'était une vignette clinique audio. Je ne sais pas si vous allez l'entendre. C'est un collègue qui m'a prêté cet enregistrement qui a été fait avec l'accord de la patiente, bien sûr, qui est un enregistrement dont je vous dirai après à quelle entité sémiologique elle correspond. Je ne sais pas si vous allez entendre bien. Vous me dites, Benjamin, tu me fais un clic du pouce, si jamais vous entendez. Ok. Là, c'est pouce vers le bas. Ah, d'accord, pardon, j'ai cru que vous entendiez. Non, non, non. Je vais essayer de revoir ma configuration. Bon, je vais pas m'attarder. Je vais essayer de le faire autrement. Vous me voyez là, vous m'entendez? Oui. Oui. Ok. Donc, je vais essayer de faire autrement. En gros, c'est une dame qui explique que sa fille, avec qui elle est fâchée, fait semblant d'être enseignante au collège, mais en fait travaille dans un bordel, et que ça se sait à travers notamment les diffusions dans les programmes télévisés. Et qui a une pensée qui est parfaitement organisée et qui est très cohérente, enfin cohérente, une grosse cohérence interne, et qui répond de façon très facile aux cliniciens. Alors, vous allez voir où est-ce que l'endroit où je veux en venir. Les troubles psychotiques, vous vous souvenez, on a parlé de la répartition ou trimodale pour les troubles bipolaires. Classiquement, pour les troubles psychotiques, on décrit 3 types de fréquences. La tranche 20-40, c'est le early onset, dont on parlait tout à l'heure. 40-60, c'est le late onset. Et après 60, c'est le very late onset. Alors, une entité caractéristique, c'est ce qu'on appelait dans la nosographie française la psychose hallucinatoire chronique, la PHC, qui est une notification qui a disparu parce que il y avait pas suffisamment d'éléments pour considérer qu'elle était homogène, mais qui était bien décrite depuis très longtemps et qui a tendance à réapparaître dans la littérature et qui correspond exactement au profil de la dame dont je vous parlais, et je vais vous en dire quelques mots tout à l'heure. Le very late onset, attention après 60 ans, des symptômes psychotiques, c'est très évocateur d'une cause organique. On a, après 60 ans, 60% de psychose secondaire. Donc faites attention à ce terrain-là. Pour ce qu'on appelle la PHC ou le late onset, on parle en épidémiologie des facteurs de risque. Vous avez surtout des femmes, c'est ce qui était décrit depuis plus d'un siècle pour ce tableau de PHC, et également, vous vous souvenez, on a vu ça pour la bipolarité, moins d'antécédents familiaux de troubles psychotiques. Ce que j'ai oublié de vous dire, qui est apparu là, c'est que les formes tardives ou très tardives représentent quand même 20% des troubles psychotiques, donc c'est vraiment pas rien. Alors toujours pareil, on suit le même plan, c'est-à-dire on a vu l'épidémiologie avec les pics, on a vu le terrain. La question, bien sûr, c'est la présentation clinique. Alors, est-ce qu'il y a des symptômes typiques? Donc c'est toujours pareil, on a dans la littérature pas forcément d'entité à part, mais je dirais que des 3 entités qu'on a vues, c'est peut-être celle qui a le tableau qui peut être le plus qualitativement différent, notamment avec ce qu'on peut appeler le late onset ou la PHC, avec un tableau décrit comme présentant surtout des symptômes positifs au premier plan. C'est-à-dire vous avez des thèmes persécutoires qui sont très présents, avec des troubles perceptuels qui sont souvent multimodaux. Alors vous savez, dans la nosographie française, qui n'est pas inintéressante, hein, il y a l'idée que ce sont des patients donc persécutés par le voisinage ou la famille, et qui ont souvent des sensations de gaz toxiques, d'empoisonnement de la nourriture. Ce qui était classiquement décrit aussi, c'est des sensations d'agression sexuelle nocturne.
avec des hallucinations synesthésiques au niveau de la sphère génitale, des impressions d'électricité. Donc ça, je pense qu'il ne faut pas jeter trop tôt cette nosographie, sachant qu'il y a des symptômes positifs riches, productifs, mais que les autres symptômes de schizophrénie notamment sont atténués. La dame là, a une pensée qui est relativement organisée, peu ou pas de symptômes négatifs, moins de symptômes cognitifs que dans la schizophrénie, et surtout, bien évidemment, comme c'est à apparition tardive, ce sont des gens souvent qui fonctionnent mieux. La dame a des enfants. Je crois que la plupart des patientes que j'ai vues dans ce contexte avaient des enfants, avaient un travail. Et du coup, le fonctionnement après le début des symptômes est plus tardif. Alors, ça, c'est pour la spécificité clinique, qui est peut-être un peu plus forte. Souvenez-vous le plan du diagnostic différentiel, les trois causes. Hein. Donc ça, on va pas revenir dessus. Psychose secondaire, il y a les médicaments, les substances donc, les affections médicales générales et le trouble neurologique avec les AVC. Juste, là, c'est un point un peu technique. C'est que quand vous avez des symptômes psychotiques qui apparaissent tardivement, vous avez des symptômes d'alerte. C'est le cas aussi pour les épisodes maniaques, qui doivent vous faire suspecter une cause organique. Donc ça, c'est peut-être des choses que vous pourrez inclure dans vos vignettes cliniques. Hop, raté. Raté. Alors, vous ne le voyez pas. En gros, l'idée, c'est quoi? C'est que si vous avez des symptômes psychotiques qui apparaissent sans antécédent psychiatrique, c'est plutôt suspect. Et si ça apparaît après 60 ans, c'est également suspect. Après, ce que vous pouvez avoir comme plutôt facteurs cliniques et symptomatiques qui sont évocateurs d'une cause organique, c'est une confusion associée. Alors, mon idée, c'est que le diagnostic de confusion est souvent dévoyé. Donc, la confusion, bien sûr, il y a quelque chose de l'état aigu, mais il y a aussi des troubles de la vigilance. Ça c'est vraiment assez caractéristique d'une confusion. Une confusion, c'est forcément des modifications de l'attention avec le temps. Et puis vous avez quelque chose d'évocateur aussi, c'est les hallucinations visuelles. Attention, si vous avez un patient avec des hallucinations visuelles, c'est suspect d'organicité. Dernier point qu'on ne voit pas ici, ce sont les signes neurologiques à l'examen physique, notamment l'existence d'un syndrome extrapyramidal. Ça, c'est pour l'organicité. Donc c'est en gros pour la recherche des troubles secondaires. Maintenant, au sein de ces psychoses secondaires, je vous avais dit qu'on faisait toujours un focus sur une démence. Ici, on fait le focus sur la maladie Accord-Lewy, donc vous savez qui se caractérise par l'accumulation diffuse de corpuscules qui vont donner à la fois un tableau de type Alzheimer et de type Parkinson. Et ça aussi, ça peut faire l'objet d'une vignette clinique. Dans la maladie Accord-Lewy, vous avez des symptômes psychiatriques qui sont les hallucinations visuelles et le délire de Capgras. Donc le délire de Capgras qui consiste à penser que son partenaire, son conjoint ou un membre de la famille a été remplacé par une figure de substitution qui peut faire évoquer, alors pas forcément un trouble organique, mais en tout cas une maladie Accord-Lewy. Et puis pour l'organicité, ce qu'on peut voir, c'est le syndrome extrapyramidal. Donc il y a un syndrome parkinsonien. Donc quand vous avez Parkinson plus hallucination, attention. Des troubles cognitifs avec l'absence souvent de fonction instrumentale, mais un syndrome sous-cortico-frontal, donc comme dans les démences frontotemporales. Et quelque chose qui est assez évocateur par ailleurs, c'est les fluctuations cognitives avec le temps. Je me souviens avoir vu plusieurs de ces patients en gériatrie, dans l'unité spécialisée des démences. Ce sont des patients pour qui les scores au MMS pouvaient varier énormément d'un moment de la journée à l'autre. Alors pourquoi c'est important la maladie Accord-Lewy? Parce qu'il y a une autre caractéristique, c'est l'intolérance au traitement antipsychotique. Des doses très faibles d'antipsychotiques, particulièrement les conventionnels, entraînent des syndromes confusionnels majeurs et des tableaux catatoniques. Donc souvent, quand il y a une erreur, notamment avec une démence de type Alzheimer, le retentissement est assez sévère. Je vais terminer avec la prise en charge. Alors, vous noterez bien que je n'ai pas fait un chapitre sur l'évaluation, parce que dans le trouble bipolaire, comme dans les symptômes psychotiques, vous n'avez pas d'outils spécifiques
aux troubles psychiatriques, psychotiques et bipolaires de la personne âgée. Vous avez des outils pour les troubles psychocomportementaux, mais pas pour la psychose tardive. La prise en charge, on en a un tout petit peu parlé, donc attention aux antipsychotiques. D'abord, on sait que dans les troubles démentiels, mais pas que, il y a un risque d'AVC qui est majoré, hein, même si c'est de nouveau discuté. Vous avez le risque de confusion, particulièrement si vous avez un tableau à risque, et particulièrement avec des médicaments anticholinergiques associés, et évidemment un risque de chute qui peut être lié à la confusion, au syndrome extrapyramidal ou aussi à l'hypotension orthostatique. Je dirais la même chose que pour les troubles bipolaires. D'ailleurs, vous avez le même programme. Il y a des programmes psychothérapiques spécifiques qui existent. Vous avez la phase dont on a parlé, et puis vous avez également des thérapies cognitivo-comportementales modifiées. Si je devais faire un point sur ce qu'on a vu, pour moi, les points qui me paraissent clés. D'abord, les formes tardives. Les épisodes qui arrivent tardivement, c'est une étiologie somatique jusqu'à preuve du contraire. Et donc, il faut toujours bilanter à la fois au niveau cognitif et au niveau de l'imagerie. Sachant que plus vous avez un épisode de nouveau, plus vous avez des symptômes, pardon, c'est mon horloge, plus vous avez des symptômes d'alerte, les hallucinations, la confusion, des anomalies neurologiques, plus ça va vous orienter vers du somatique. Le fait, deuxième point, qu'il y a peu de spécificité clinique qualitative. Je vous ai rarement dit qu'il y avait des formes autonomes de troubles. Peut-être un peu sur la bipolarité tardive, quand c'est pas d'origine somatique, peut-être un peu sur le late onset schizophrénia, mais on a surtout des modifications de l'intensité de certains symptômes, cognitifs anxieux et sévérité pour dépression, troubles cognitifs et modification de l'exaltation de l'humeur pour les formes de bipolarité. Pour les deux, une modification de l'évolutivité avec une accélération. Pour les formes tardives de schizophrénie selon le DSM, peu de désorganisation de signes déficit et de troubles cognitifs. L'importance du bilan cognitif. Alors ça, vous avez dû l'aborder, donc les tests cognitifs de screening, le MMS c'est connu, la MoCA bien sûr. Moi j'aime bien l'association recommandée pour le dépistage des pathologies type Alzheimer. Je ne sais pas si c'est toujours la même association, mais c'est l'épreuve des 5 mots dont je vous ai parlé et le test de l'horloge qui balaye beaucoup de fonctions. Je pense que c'est bien aussi pour vous d'avoir en test quelques micro-tests de base, en sachant que c'est du dépistage et que certains mélangent certaines fonctions instrumentales comme l'aphasie et l'agnosie. L'idée également qu'il existe certains outils spécifiques pour la dépression. Pensez à la gériatrique dépression scale et à la Cornell également, mais pas pour d'autres. Avec pour les traitements l'idée qu'il y a un risque de iatrogénie plus important chez la personne âgée, notamment pour la confusion, et que pour les psychothérapies, on a une place qui est probablement sous-estimée, mais qui doit prendre en compte le terrain cognitif. Voilà ce que je voulais vous dire pour cet après-midi. On a fait 1 heure.